Nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la télévision Direct 7. Bonjour et merci de nous choisir. Parole est donnée chaque fois à un acteur, que ce soit de la vie sociopolitique, sportive et autres, en tout cas pour parler de ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement et principalement de sport avec le responsable, en tout cas le secrétaire général de l'association des journalistes sportifs du Togo, parce que courant la semaine dernière, les 28 et 29 octobre et le 4 novembre dernier, il y a eu une série de formations à l'endroit des membres, bien sûr, de cette association. De quoi il s'agit concrètement? Il est là pour nous en parler. Donc, restez des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Une nouvelle fois, merci de bien vous installer. Il s'appelle Kodjo Avulete. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation, la JST, Association des journalistes sportifs du Togo. Pour ceux-là qui peut-être n'ont quand même pas peut-être une idée sur l'association, à quoi doit-on s'attendre? Oui, on peut leur dire assez brièvement que la JST, dénommée Association des journalistes sportifs du Togo, a été créée en 1973, en mars 1973, par ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler les pionniers de la presse sportive au Togo, dont l'un d'entre eux est encore en vie, heureusement, Benoît Messa Niamé, ancien de Radio Lomé, de la télévision togolaise, qui est toujours là et qui est pour nous comme un mythe vivant. Et nous allons le voir souvent pour des conseils qui restent utiles. Donc cette association a été créée en 1973, comme je l'ai dit, et sa vocation principale, c'est d'une part de rassembler tous les journalistes sportifs, tous les journalistes qui s'intéressent au sport, et de l'autre de créer les conditions pour que ces journalistes exercent leur passion dans les meilleures conditions. Créer un cadre de retrouvailles, créer un cadre de confraternité, créer surtout un cadre où les membres peuvent apprendre les uns des autres, un cadre d'échange et plus loin, un cadre où l'association peut aider ses membres à acquérir des connaissances qu'ils n'ont pas, et donc à partir de ces connaissances-là, à mieux exercer leur métier de journaliste, à être de meilleurs journalistes ou bien de bons journalistes sportifs, capables d'aider la société, d'aider les sports à connaître un grand essor. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire l'association des journalistes sportifs du Togo. Nous avons pris le flambeau quelques années en arrière. Après nous, le flambeau restera allumé, d'autres prendront la relève, et ainsi de suite. L'histoire va s'écrire, mais la GST va rester fidèle à sa ligne. Beaucoup d'actions sans bruit, des actions, rien que des actions. Vous avez peut-être énuméré quelques-unes tout à l'heure, mais quand vous parliez tout à l'heure de confraternité, est-ce que peut-être le journaliste sportif là qui n'est pas membre de la JST, est-ce que l'association peut quand même plaider en sa faveur au cas échéant? Absolument, absolument. Avant d'appartenir à une association, il y a le statut qui est général, qui est journaliste. Donc cela ne nous froisse nullement de plaider pour un journaliste qui n'est pas membre de l'association dans la mesure du possible, si nous en avons les moyens et si nous en jugeons la nécessité, on ne va pas s'empêcher de le faire, il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors on revient maintenant par rapport à vos actions menées, parce qu'on rappelle l'élection, vous êtes secrétaire, vous êtes élu depuis 2016. 2016, oui. Oui, si j'ai bonne mémoire. Alors, quelques-unes de ces actions-là, et s'il y a des difficultés peut-être à relever pour peut-être remettre les actions, si nous mettons de côté la gestion quotidienne, le travail quotidien qui est celui du secrétariat général, mais celui d'un bureau exécutif, et qui doit faire de sorte que la vocation de l'association reste intacte et que les objectifs de l'association puissent être atteints. Ce que nous faisons généralement, c'est les activités en direction des membres. C'est les occasions de formation. Tant que nous avons les moyens, est-ce qu'il faut avouer que pour faire un simple atelier, il faut beaucoup d'argent. Donc dès que nous avons l'occasion, dès que nous avons les moyens, nous n'hésitons pas à proposer aux membres des sessions de remise à niveau, des sessions
des découvertes, ainsi de suite. Donc le bilan au terme de 4 années, en plus de la gestion quotidienne, en plus des sessions de formation qu'on a faites ici et là, et on peut évoquer par exemple la nouveauté durant ces 4 années, ce que nous dénommons le Friday Media School, et que nous appelons l'Académie AGSD. C'est un rendez-vous mensuel a priori, et qui devait être mensuel a priori, au cours duquel des journalistes sportifs, membres de l'association, viennent échanger autour d'un thème animé par un spécialiste d'un thème quelconque, ou de pratique journalistique, ou de déontologie journalistique. Je crois qu'on en a fait deux éditions, en plus des ateliers qui ont précédé. On va dire que sur ces 4 années, ce que nous avons fait principalement, c'est les sessions de formation, c'est les ateliers et le Friday Media School, sans oublier que depuis mars, l'association connaît une situation particulière liée à la pandémie. J'allais en venir tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez eu à gérer cette situation? Oui, ça n'a pas été facile. Est-ce que la pratique sportive, elle est arrêtée? Tout est à l'arrêt, donc on peut même dire que l'association aussi est à l'arrêt, même si elle n'a pas été à l'arrêt, on est resté en veille. On a fait la veille jusque-là. Mais ce qui est important à souligner, c'est l'impact négatif que cette situation que nous vivons depuis mars a eu sur la presse sportive. Et les activités sportives ont été stoppées, vous le savez, tout le monde le sait. Et on ne sait pas quand ça va reprendre. Or, le journaliste sportif, sans activité sportive, sans compétition, il est comme au chômage. Et le drame, c'est que tout en compétissant aux difficultés, à ces difficultés-là qui sont communes à tout le monde, certains collègues ont vu leur salaire diminuer de 50%. C'est dur parce que si déjà le salaire était entier, mais c'est pas facile de couvrir le mois. Si on l'ampute de 50%, vous imaginez ce que ça peut engendrer comme difficulté, comme problème. D'autres carrément ont été coupés de leur source de revenus parce que c'est les activités quotidiennes ou hebdomadaires qui leur permettaient d'avoir des sources de revenus, notamment les confrères qui sont des pigistes. Oui. Beaucoup sont des pigistes. Faute d'activité, ils n'avaient plus leur moyen de revenus était totalement coupé. Ce n'est pas facile. Je profite de l'occasion pour leur dire, pour leur exprimer toute la compassion et tout le soutien du bureau. Et c'est pour cela que nous espérons que très rapidement, on va sortir de cette situation embarrassante pour que tout redevienne normal. Bien. On espère très bien. Vous, concrètement, au niveau de la JSC, quelle a été cette démarche-là que vous avez amenée vis-à-vis de ces confrères-là qui, plus ou moins, ont vu la situation embarrassante? Oui, ce qu'on peut faire, ce qu'on a pu faire, c'est le plaidoyer. Et en dehors de ce plaidoyer-là, c'est les actions de soutien et de réconfort, surtout moral. Parce que l'association elle-même n'a pas encore de moyens pour pouvoir aider financièrement ses membres. Donc, on ne pouvait faire que ce qui était faisable à notre niveau, c'est-à-dire le réconfort moral, le soutien, et en faisant remarquer à tous que la situation elle est difficile, mais notre rêve à tous, c'est qu'elle passe assez vite et que tout redevienne normal. Est-ce que vous n'avez quand même pas eu à faire des démarches auprès des autorités, je veux parler des autorités gouvernementales, bien sûr, puisqu'entre-temps, pour soutenir les bonnes femmes en termes de couvre-feu, il y a une novicie et autres, mais pour les journalistes sportifs, est-ce qu'il n'y a pas eu un traitement particulier de la part des autorités? Oui, c'est avec surprise et déception aussi que nous avons constaté à l'AGS que notre État a considéré que les journalistes ne pouvaient pas être classés dans le groupe des personnes vulnérables pouvant bénéficier du programme Novici. On a constaté ça avec regret, mais puisque c'est le décideur, c'est l'État, on a peut-être fait remarquer ici et là que c'est difficile pour les journalistes, mais c'est resté lettre morte. On va simplement espérer que la situation là finisse assez vite.
finisse assez vite parce que ces démarches-là n'ont pas abouti. L'État n'a pas voulu reconsidérer sa situation. On peut le comprendre aussi parce que c'est beaucoup d'argent que cela implique. Donc c'est pour cela qu'il faut vivement souhaiter que ces situations embarrassantes finissent assez vite. Alors, puisque nous parlons de Covid-19, vous êtes bien sûr au courant que nous-mêmes ici, puisque vous êtes bien sûr dans la matière sportive, que le gouvernement, selon le communiqué de la FTF, a fait reporter le tournoi qui devrait y avoir lieu. Si on prend un peu les termes, pour cause de recrudescence des cas de Covid-19, cas positifs, bien sûr, surtout dans le Grand Lomé. Mais là, si on s'en tient à ce communiqué, autrement dit, la reprise des activités sportives, ce n'est pas pour demain. Justement, et comment faire? C'est l'aspect le plus inquiétant de ce report. Parce que le report lui-même, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas le premier report, on peut le comprendre. Mais si l'argument sur lequel se fonde notre État, c'est que les cas de Covid se multiplient dans le Grand Lomé, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que jusque-là, tout le monde espérait que, vu ce qui se passe autour de nous, au Bénin, on a un programme pour la reprise, au Ghana, on est déjà dans la reprise, au Burkina Faso, on a déjà repris, ainsi de suite. Donc tous les Togolais espéraient qu'on allait vers le dégel. Et puis subitement, ce communiqué tombe pour annuler un tournoi sous-régional avec l'argument selon lequel les cas positifs au Covid sont encore nombreux dans notre pays. Cela relance toute la polémique autour de la reprise des activités. A priori, s'il faut s'en tenir à ce communiqué-là, on peut dire que la reprise des compétitions n'est pas pour demain. De la même façon, on peut s'inquiéter pour la sélection nationale qui doit jouer le CHAN au Cameroun en janvier prochain. On doit s'inquiéter pour les deux clubs, ASCO et Unisport, qui préparent le tour préliminaire des coupes continentales prévues pour la fin du mois. Donc ça repose tout le problème et ça ramène au goût du jour, au devant de la scène, toutes les inquiétudes et toutes les inquiétudes, toutes les déceptions, toutes les attentes non comblées et du monde des sports qui attendait la reprise. Mais ce communiqué vient jeter un froid sur tous les rêves qu'on a pu nourrir nous-mêmes en tant que journalistes, que tout redevienne normal et qu'on puisse faire quotidiennement notre métier. Voilà, il va faire rappeler aussi qu'il y a un comité, vous le savez très bien, qui travaille déjà sur les propositions versées par les différents présidents des fédérations avec le ministre d'antan. Voilà, il y avait eu une rencontre. Mais là, si on s'en tient en ce comité, doit-on dire que les choses vont très très lentement parce que jusque-là, avec ce communiqué, comme vous l'avez dit, la reprise, ce n'est pas pour maintenant. Mais il y a un comité qui travaille déjà. Selon le... Est-ce que vous êtes associé? Non. Les associations des journalistes ne sont pas associées. C'est les fédérations qui travaillent avec le ministère et en liaison avec la coordination nationale de riposte à la Covid. Et selon la compréhension que j'ai eue du fonctionnement, le comité des fédérations qui avait été chargé de faire des propositions, ce comité-là devrait proposer un protocole sanitaire. Et il revenait à chaque fédération nationale de sport de faire sa proposition selon son contexte. Si on prend par exemple la fédération de badminton, dans quelles conditions peut-on pratiquer le badminton en période de Covid? Il revenait à chaque fédération de faire des propositions concrètes qui devront être examinées au niveau de la coordination, qui à son tour va faire le CR au gouvernement pour que le gouvernement prenne la décision finale. Donc ces fédérations ont fait des propositions. Maintenant, nous attendons de voir l'examen que la coordination va en faire, le CR qu'elle va en faire au gouvernement pour que le gouvernement prenne la décision finale. Mais ce qui est sûr, c'est que si jusque-là, de ce côté, la fumée blanche n'est pas sortie, cela veut dire que les travaux continuent, l'analyse de la situation continue et on va espérer qu'aussi de ce côté-là, que peut-être que c'est de ce côté que ça va se dénouer. Et donc on va espérer qu'au niveau du comité, au niveau de chaque fédération, que la proposition de protocole sanitaire soit surtout convaincant.
selon mes informations, le nœud, mais l'enjeu, c'est à ce niveau. Que le protocole que, par exemple, la Fédération de football propose pour reprendre les activités footballistiques, il faut que ce protocole sanitaire-là soit convaincant. Il faut que ce qu'on a écrit, on écrit dans ce protocole qu'on veut faire du football, voici les conditions. Ouais. Il y aura ceci, il y aura ça, il y aura ça. Il faut que ce protocole-là assure au niveau de la coordination qu'avec ça, avec ces mesures, il n'y aura plus de contamination. Aussi ça l'enjeu selon mes informations. Très bien, voilà. Pour le moment, nous espérons. Mais en attendant, vous continuez quand même les sections de formation. Il y en a eu une série, d'abord à l'endroit des débutants, tel que vous l'avez libellé, aussi les photojournalistes. Et le 4 novembre dernier, c'est l'endroit des autres membres de l'association. Il y a eu plusieurs thèmes sur lesquels vous avez débattu. Le thème général pour le symposium, je rappelle, l'espoir vecteur de développement d'une nation. Mais il y a eu des sous-thèmes. Et ces sous-thèmes-là, je vais peut-être vous poser les questions là-dessus. Mais sur le thème général, qu'attendez-vous concrètement à travers cette formation? Quel message vous avez voulu véhiculer à travers ce thème que je rappelle, l'espoir vecteur de développement d'une nation? Oui, le symposium, d'abord, c'est le troisième volet de la série d'activités que nous avons prévues dans le cadre du projet qu'on a appelé Sport et Développement. Ce projet-là, l'objectif du bureau exécutif, l'objectif de la GST, c'est d'abord de donner aux membres, à deux catégories de membres, l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances. L'atelier des débutants, l'objectif était de créer des conditions de créer un cadre où les confrères qui n'ont pas eu la chance d'être passés par une école de journalisme, ou bien qui sont sur le terrain depuis 3, 4, 5 années et qu'on peut classer dans le grand groupe des débutants. C'était l'occasion pour certains de redécouvrir ce qu'ils ont appris à l'école de journalisme, mais de façon plus pratique. Donc, après 2 ou 3 années d'exercice, reprendre ces règles-là qu'ils ont déjà apprises à l'école de journalisme. Et pour les autres, de découvrir totalement les règles qu'ils essayaient d'appliquer sur le terrain, dans la pratique de leur métier, sans savoir en réalité ce dont ils en retournent. Donc l'objectif était de les aider à redécouvrir, à découvrir les règles actualiser un peu les connaissances. Actualiser les connaissances. Et la destination, c'est d'amener les journalistes sportifs à faire strictement leur métier selon les bonnes pratiques. Et le métier de journalisme se fait suivant des règles. Il faut connaître ces règles-là, les appliquer sans complexe, sans pression. Et c'est ainsi qu'on est un bon journaliste. Donc il faut connaître ces règles-là, savoir dans la réalité, dans la pratique, comment on les met en œuvre. Quelles sont les restrictions, quelles sont les limites. J'ai des droits, c'est vrai, mais quelles sont les limites de mes droits? Où sont mes devoirs? Qu'est-ce que le public attend de moi? Qu'est-ce que ceux qui connaissent le métier, quand je fais le travail de journaliste, ceux qui connaissent le travail, quelle appréciation peuvent-ils faire de mon travail? Il faut que je connaisse les règles sur lesquels ils vont juger mon travail. C'était ça l'objectif. Et derrière, on a sollicité l'ancien président Noël Talignon, qui a entretenu aussi les photojournalistes sur les notions de base du photojournalisme et sur les astuces avec lesquelles ils peuvent se faire connaître à l'international en mettant leurs photos, par exemple, les photos qu'ils font sur les lieux de compétition, de matchs, de foot, de hand, de volley, etc. Où ils peuvent mettre des photos sur Internet et les vendre au cas où quelqu'un verrait ces photos-là et serait intéressé. Donc le symposium qui s'est déroulé hier, dont vous avez rappelé le thème, l'espoir vecteur de développement, on l'a considéré comme le clou de cette série d'activités, c'était l'apothéose. Et à travers ce symposium, l'espoir vecteur de développement, la GST a voulu ouvrir un débat sur aujourd'hui ce que les sports peuvent être dans la perspective du développement des nations. On n'en parle pas beaucoup ici, et je crois que l'un des panélistes hier a attiré l'attention des journalistes sur le fait qu'on ne parle que trop football, et qu'il faut maintenant parler d'autres choses. Le sport, le développement, on résume le sport au football, et surtout aux éperviers. Vous voyez ça. Or, il y a plein de choses qu'on peut évoquer, et qui sont en réalité le soubassement de la contribution des sports au développement des nations. Aujourd'hui, on peut peut-être pas faire le développement sans les sports, et certains l'ont compris. Donc, ils y mettent beaucoup de moyens. Donc, la GST a voulu ouvrir le débat sur le sujet et voir dans quelle mesure la presse sportive peut être une actrice
dans cet élan de développement des nations à travers les sports. Ouais. C'était ça l'objectif général, créer un cadre de discussion, montrer que l'association, mais la presse sportive peut être aussi une actrice en ouvrant peut-être les débats, en faisant parler les techniciens, en faisant parler les spécialistes, en attirant l'attention sur les enjeux et les leviers sur lesquels il faut agir pour que les sports soient de véritables acteurs de développement. Très bien. 2 sujets essentiels à retenir. D'abord sur la mise en œuvre de la pratique sportive, parce qu'ils ont rappelé de la politique sportive, oui. Parce qu'ils ont rappelé qu'il y a une charte. Bon, d'abord, il y a une politique sportive depuis 2010 et en vigueur depuis 2011. Il y a une charte pour les sports. Mais tout ceci, jusque-là, on ne sait pas où se trouve la problématique pour sa mise en œuvre. Mais l'autre aspect, c'est la décentralisation. Sport, c'est-à-dire il y a 3 mots, sport, décentralisation et développement. Oui. Et l'apport des communes concrètement dans le développement du sport, c'est important. Oui, c'est une évidence que depuis l'année dernière, nous sommes dans un nouveau contexte, celui de la décentralisation. Les élections communales ont fait installer les mairies. Et ce nouveau contexte est tel qu'il faut s'interroger sur le rôle qui est celui des nouvelles mairies dans le développement des sports. Et vous savez comme moi que souvent dans notre pays, il y a une formule passe-partout, le foot à la base, le sport à la base. Mais pour faire le football à la base, pour faire le sport à la base, les mairies, les communes, parce que ce qui est important dans ce qu'on appelle la décentralisation, c'est que c'est le pouvoir qui va jusque chez le citoyen lambda. Le citoyen lambda, dans son milieu le plus réduit, 500 mètres carrés, 1 kilomètre carré, le maire qui est à côté de lui, c'est lui qui connaît le plus. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer les sports ? Il faut se baser sur les communes. Donc, le panel sur les sports dans le contexte de la décentralisation, ce panel avait pour but de lancer le débat sur les mairies, leur rôle dans le développement des sports, comment ces mairies, ces nouvelles communes peuvent assumer le transfert de compétences que leur a fait la loi sur la décentralisation de 2007, modifiée en 2016 et en 2020. Comment peuvent-elles assumer ce transfert de compétences-là? Comment les mairies peuvent aider au développement des sports à leur niveau? C'est la grande question à laquelle les panélistes ont essayé de retrouver. Sauf que la discussion s'est tournée entre journalistes. Pourquoi on n'a pas peut-être associé ces élus à la discussion, puisque les journalistes ont parlé, mais comment est-ce que aura l'impact au niveau des communes, oui, des mairies? C'est un peu la ici, est-ce qu'ils sont conscients vraiment heureusement que parmi les panélistes, on a réussi à trouver un conseiller municipal qui est au parfum de la gestion quotidienne d'une mairie. Et avec un peu de chance aussi, il est spécialiste du management des sports. Ouais. Donc, en tant que conseiller municipal et spécialiste du management des sports, et il a une bonne maîtrise du sujet. Heureusement, et je crois qu'il a fait sans doute les meilleures propositions. Mais ici, on ne pouvait pas rassembler les maires dans un premier temps. Mais ici, nous, on a fait comme un tic-tank ou bien un brainstorming. On a ouvert le débat, on a posé le problème, on a attiré l'attention des gens. Maintenant, la prochaine étape sera peut-être de trouver les moyens pour faire un symposium où on va inviter les maires pour le débat sur la base des idées qui ont été proposées au niveau du panel. Ça va être un second niveau, une rencontre avec les maires, les conseillers municipaux. Mais pour l'instant, l'objectif était de poser le problème, d'ouvrir le débat au niveau des journalistes, pour que la presse sportive, parce que l'un des aspects de la réflexion aussi, c'est que la presse sportive a aussi sa contribution dans le développement des sports à la base. Pour que les communes deviennent de vraies actrices de développement du sport, la presse sportive a son rôle à jouer. Donc c'est d'abord à ce niveau-là qu'on s'est situé, montrer à la presse sportive que les mairies peuvent aider au développement des sports. Dans quelles conditions ces mairies doivent-elles aider au développement des sports? Ces conditions-là deviennent la presse sportive d'en parler, d'interpeller les gens, aux journalistes, d'interpeller l'autorité de l'État, d'interpeller les ministres, d'interpeller les maires eux-mêmes sur leurs responsabilités dans le développement des sports à la base. C'est à ce niveau-là que nous sommes maintenant. Le niveau supérieur, on va l'envisager dès que les moyens vont le permettre
on va essayer de proposer un autre symposium avec les maires, les conseillers municipaux, et les ministres concernés, etc. On rappelle que nous sommes avec le secrétaire général de l'Association des journalistes sportifs du Togo. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous aurez encore le temps nécessaire pour organiser d'autres symposiums parce qu'il ne reste que, si j'ai bonne mémoire, 2 mois pratiquement pour la fin de votre mandat. On devra renouveler le bureau avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Ça serait fait? Oui, on doit le faire. On va essayer de le faire, même si le calendrier déjà, vu les activités qui sont devant, on va essayer de trouver un créneau pour faire l'AG électif. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Hein. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Kodjo, votre dernier mot. Oui, je vais remercier ceux par qui cette série d'activités a été possible. La Fédération togolaise de football, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la brasserie du Bénin, l'imprimerie Offset 5 et puis le Blue Zone Kakaveli à travers lui, le Togo Terminal. Je remercie les membres de la GST qui se sont mobilisés depuis le 28 octobre jusqu'au 4 novembre pour que ces activités-là puissent avoir lieu. Nous disons toujours le bureau exécutif, c'est comme les feuilles. En dessous, il y a le tronc et il y a les racines. Le tronc et les racines, c'est les membres de l'association. Si les membres de l'association nous lâchent, les feuilles ne peuvent rien faire. Donc, je profite de l'occasion pour leur dire merci d'être venus à ces différentes activités et je les invite à rester mobilisés pour que nous fassions de la GST une association responsable, une association incontournable, une association sportive puissante qui s'impose par le travail de ses membres, qui s'impose par ses actions et qui va devenir, comme les pionniers l'ont voulu, un creuset où la presse sportive s'émancipe et favorise l'essor ou bien le mieux-être de ses membres. Merci M. Kodjo, à vous le temps d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ça sera la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, bonne suite de nos programmes sur la chaîne Direct 7.